Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents ce soir pour cette conférence qui s'intitule Motivation et activité physique, un enjeu de santé pour les jeunes. Alors, le terme de jeune, je l'ai pris volontairement très générique. On va parler en gros des enfants et des adolescents. À certains moments, on évoquera éventuellement d'autres groupes d'âge, mais ça va être vraiment une présentation centrée sur ces catégories-là. Ma présentation, elle va durer environ 35-40 minutes, je ne sais pas exactement. S'il y a des problèmes de compréhension, n'hésitez pas à m'interrompre puisqu'on est en petit comité. Et puis sinon, réserver les questions éventuelles pour la fin de la présentation. Alors, dans un premier temps, j'ai rappelé quelques éléments qui sont en fait plutôt de l'ordre de la définition, tout simplement parce que quand on est dans le contexte de l'activité physique, il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser peut-être de façon interchangeable et qui ne renvoient pas forcément à la même chose. Donc, dans l'intitulé de la conférence, je vais parler d'activité physique au sens très large, parce qu'en fait, c'est le concept qui est le plus générique et qui va en fait recouvrir un ensemble de comportements très large, qui va inclure le sport, qui va inclure l'exercice physique, qui va inclure tout un tas d'activités différentes et qui n'est pas spécifique. Voilà, donc l'activité physique, on le définit comme tout mouvement produit par les muscles squelettiques qui est responsable d'une augmentation significative de la dépense énergétique supérieure à la valeur de repos. On va revenir sur ce critère-là. Et en fait, quand on va se pencher après sur différents types d'activités physiques, on peut caractériser cette activité par sa durée, son intensité, sa fréquence, son contexte et ses finalités qui vont être variables. Ce soir, on va aborder donc différents contextes de pratique, différents types d'activités physiques qui ont des finalités et donc qui renvoient à des processus motivationnels différents également. Alors, une petite diapositive ici pour rappeler, pour indiquer la relation qui existe entre la pratique d'une activité physique régulière et certains indicateurs de santé. C'est une diapositive donc globale par rapport à cette question-là. Je vous ai mis un certain nombre de références. La littérature scientifique est très riche sur cette question-là. En gros, qu'est-ce que ça m'amène de faire de l'activité physique, en quoi ça va être lié à ma santé physique, ma santé psychologique, mon intégration sociale. Voilà, donc c'est que des exemples, évidemment on pourrait multiplier les indicateurs. Globalement, il y a beaucoup d'études qui démontrent cette relation-là, et notamment dans le temps, quand on suit des groupes de personnes où on voit qu'effectivement avoir une activité physique régulière est associée à ce type d'indicateur. J'ai rajouté du coup un indicateur un peu générique qui est la mortalité, puisque au final, tout combiné, ces effets bénéfiques font que les personnes qui ont une activité physique régulière ont une mortalité qui est plus tardive, qui est retardée par rapport à ceux qui ne pratiquent pas. Voilà, donc ça, ce ne sera pas l'objet de la présentation, si vous voulez. On part un petit peu de ce point de ce constat en disant voilà, l'activité physique, elle a un certain nombre de bénéfices, qui peuvent être de l'ordre physique, qui peuvent être de l'ordre psychosocial. Ce soir, on va surtout se poser donc la question sur concrètement quel comportement d'activité physique on observe, pourquoi on en observe chez certains, pas chez d'autres. Voilà, donc plutôt la question en amont de ce qui explique l'adoption ou pas d'une activité physique. Voilà. Alors cette littérature très riche qui a porté sur les effets bénéfiques de l'activité physique depuis plusieurs dizaines d'années a amené les professionnels à établir ce qu'on appelle des recommandations en termes de pratique. Donc concrètement, si on veut essayer de pouvoir profiter de ces effets, il faut faire combien d'activités physiques? Est-ce que si j'en fais pendant les vacances, ça suffit? Voilà. Donc, quand je vous disais une activité physique régulière, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, ces recommandations, elles sont spécifiques en fonction de l'âge et on recommande davantage d'activités chez les enfants et les adolescents par rapport aux adultes. En gros, c'est un rapport qui va du simple au double. Pour vous donner une idée, donc les recommandations, elles sont de l'ordre de 1 heure d'activité physique modérée chaque jour de la semaine pour les enfants et les adolescents, un petit peu moins si c'est une activité qui est plus intense. Et ces recommandations sont à diviser par 2 en gros. Pour des adultes, vous avez peut-être vu la campagne, faire 30 minutes d'activité par jour, c'est facile. Pour essayer de faire passer le message pour les adultes, d'essayer d'être actif pendant 30 minutes au maximum tous les jours de la semaine si on peut.
Alors, dans ces recommandations, là c'est dans ces termes-là qu'elles sont formulées. Si on fait des séquences plus longues d'activité, bien sûr ça va compenser. Si on fait une séance de 2 heures, évidemment ça compte comme si on avait fait 2 jours d'affilée. On recommande la régularité, donc c'est pour ça que c'est formulé plutôt par jour. Bien sûr, c'est possible de cumuler avec des séquences aussi plus longues. Toutefois, donc, ces recommandations, elles restent quand même ancrées dans cette idée qu'il faut éviter les périodes où on est trop sédentaire, sinon on va perdre le bénéfice. Même si ce n'est pas 100% des jours où on est actif, il faut essayer d'être un maximum actif régulièrement chaque semaine. Un autre aspect qui est important dans cette quantification, c'est que on considère donc, dans ces recommandations que cette quantité donc, elle est cumulable, mais par des séquences qui se fassent au moins 10 minutes. C'est-à-dire qu'une personne qui va faire un petit déplacement puis qui va se rasseoir, si ça dure peu longtemps, on va considérer que ça ne rentre pas dans le bilan et dans cette quantité globale d'activité. Donc ça a un certain nombre de conséquences pour ce dont on va discuter après, c'est-à-dire en termes de quantification et du coup de se poser la question, est-ce qu'une personne en gros respecte ses recommandations ou pas. Toutes les séquences qui sont très brèves de l'ordre de moins 10 minutes, en réalité ne vont pas rentrer dans ce bilan par rapport aux recommandations. Donc les recommandations ne pointent pas forcément spécialement de dire il faut faire absolument tel type ou tel type d'activité. On recommande d'essayer de varier au contraire les activités parce qu'elles ne vont pas apporter les mêmes types de bénéfices. Donc après il n'y a pas davantage de spécifications et notamment en termes de contexte, comme on disait, il n'y a pas de recommandation à dire il faut absolument que ce soit des activités sportives, compétitives ou quoi que ce soit. Quand on se penche donc sur cette question-là, on peut se référer au plan national nutrition santé. J'ai mis une référence 2005, c'est quelque chose qui est réédité, mais en gros on va retrouver les mêmes catégories. L'activité physique, on considère qu'elle peut provenir du coup de différents contextes. Donc, on peut identifier ces 4 grandes catégories, qui sont les activités professionnelles, les activités domestiques, les activités de loisirs et les déplacements. D'accord ? Donc, par rapport à ces recommandations, ça veut dire qu'en gros, il est possible d'atteindre ces recommandations avec une seule de ces catégories ou avec plusieurs catégories. Tout dépend un peu du style de vie qu'on va avoir. Et il n'y a pas de supériorité, d'infériorité. Toutes ces activités sont susceptibles de nous aider à atteindre ces recommandations. Alors, elles sont susceptibles, mais ce n'est pas du tout automatique, c'est-à-dire qu'en réalité, dans chacune de ces catégories, on a aussi le loisir, ou pas forcément le loisir, ça dépend, mais il est possible que pour ces différentes catégories, ce ne sera pas forcément l'occasion de faire une dépense énergétique et d'avoir une activité physique. Peut-être que pour ces catégories, on va avoir plutôt un comportement sédentaire, alors soit par choix ou soit par contrainte, qui fait que on ne va pas cumuler justement de quantité, on ne va pas se rapprocher de ces recommandations. Donc, dans cet ordre d'idée, je vous ai mis ici quelques chiffres qui montrent que justement, à l'heure actuelle, on a plutôt tendance à avoir des cycles de vie qui correspondent à la deuxième hypothèse, c'est-à-dire que ce soit au niveau des activités professionnelles, au niveau des activités domestiques et des déplacements, l'industrialisation fait que nos modes de vie deviennent plus confortables, que le secteur tertiaire se développe et donc globalement, pour une majorité de personnes dans la population, pas pour tous, mais pour beaucoup de personnes, l'activité professionnelle va être plutôt une activité de type bureau. Les activités domestiques, même si elles peuvent être toujours quand même l'occasion d'une certaine activité, sont quand même beaucoup plus confortables qu'elles ne le pouvaient être auparavant, et les déplacements se font beaucoup sur la base de véhicules soit individuels, voire aussi par les transports en commun, donc pas forcément des transports actifs. Donc notre mode de vie, par rapport à ces catégories, pour beaucoup de personnes dans la population, va être plutôt sédentaire. Alors, si on parle de la catégorie des jeunes, puisque les jeunes ont une spécificité, c'est qu'ils sont tenus, dans le cadre scolaire, de suivre des leçons d'éducation physique et sportive, donc c'est un peu par rapport aux 4 catégories, si vous voulez, on parle d'activité professionnelle pour les jeunes, ça n'a pas forcément de sens, donc eux, dans leur quotidien, qu'est-ce qu'ils ont au programme? Ils ont de l'EPS. L'EPS où ils vont pratiquer donc différentes activités et où, pour les programmes nationaux, donc on a 4 heures
prévu hebdomadaire en 6e, puis 3 heures, et puis 2 heures. Et ensuite, selon le parcours, on n'a pas forcément d'éducation physique qui sera incluse dans le programme. Donc ces constats nous indiquent quoi? Que finalement, par rapport aux 4 catégories qu'on a identifiées, la question des activités de loisirs, elle va être importante. Pourquoi? Parce qu'on a dit, au niveau des modes de vie, il n'y a pas forcément beaucoup de dépenses. Là, on voit que pour les jeunes, on a de l'EPS, mais l'EPS, on voit bien si on compare par rapport aux recommandations que ça ne suffit pas. Parce que même pour les 6e où il y a 4 heures, ça veut dire que sur la semaine, ils sont censés se faire 6 ou 7 heures, donc là, ils ne les accumulent pas. D'autant plus qu'on sait qu'en EPS, le temps moteur, ce qu'on appelle le temps moteur, qui est le temps qui est réellement passé à pratiquer une activité, n'est pas de 100%. Donc sur un programme de 4 heures, on va avoir un temps qui va être dédié à l'organisation, à des conseils, à des explications, qui fait qu'on n'aura pas un temps d'activité physique qui correspondra à ce volume. Voilà. Donc, du coup, la question de ce qui se passe pendant les activités de loisirs ou les temps de loisirs va être assez importante du point de vue de la quantité globale que les jeunes sont susceptibles d'atteindre ou pas. Alors pour vous donner un petit peu des chiffres récents, ça c'est un document que vous pouvez récupérer, c'est un travail de l'INPES, qui s'intéressait à la santé des collégiens. Donc moi je vous ai extrait juste un graphique par rapport au thème de ce genre d'activité physique, mais c'est un travail qui traite de la santé des jeunes de façon générale, donc vous pouvez avoir pas mal de données là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc la légende n'est pas très grosse. En gros, ça vous montre sur les différents niveaux de classe au collège, 6e, 5e, 4e, 3e, quelle est la proportion d'élèves en fonction de leur fréquence d'activité physique. La question qui était posée ici, c'était combien de jours par semaine vous faites au moins 1 heure par jour d'activité physique. D'accord? Et en fait, les proportions vont aller des plus actifs en bas aux moins actifs en haut. Donc en gris, vous avez ceux qui ont répondu chaque jour, en bleu, vous avez ceux qui ont répondu 5 ou 6 jours. Et ensuite, vous avez donc une échelle de réponse comme ça qui diminue. Donc en gros, l'interprétation du schéma au regard de ce que je vous ai dit, elle est assez rapide, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de la catégorie jaune, on a affaire à des jeunes qui sont du coup en dessous des recommandations, d'accord, puisqu'il y a entre 0 et 4 jours par semaine où ils atteignent la quantité qui est recommandée quotidiennement. Donc vous voyez par rapport au graphique, ça veut dire que dès la 6e, on a à peu près 60% des garçons et 70% des filles qui, a priori, qui ne seraient pas assez actifs en fonction de ces quantités-là. Alors on peut discuter sur la façon dont la question est formulée, peut-être qu'il y en a qui ont certains jours de la semaine où ils font de l'activité et où ils ont des séquences plus longues, d'accord, donc ça mériterait d'être peut-être affiné. En tout cas, ça nous montre que statistiquement, cette question d'activité physique, elle touche quand même une proportion assez large de la population. C'est pas une question anodine où on dit on a 5% des jeunes qui sont pas actifs, il faut les bouger. Ça représente quand même une proportion assez importante. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est que dès la 6e, on a des différences que vous voyez qui sont assez nettes entre les filles et les garçons. D'accord ? Et ça correspond à d'autres résultats dans la littérature, puisque le contexte sportif n'est pas neutre d'un point de vue du sexe, et on sait que les filles sont moins actives, elles sont moins nombreuses à pratiquer, et celles qui pratiquent le font de façon moins intense. Donc ça va avoir tendance à se renforcer au cours de l'adolescence. Alors, un petit point ici, puisque là j'ai commencé à vous parler en termes d'activité physique et sédentaire. Pendant longtemps, ça a été un peu le discours d'opposer les deux. Voilà, quand on parle de l'un, on prend pour acquis que l'autre est absent et réciproquement. Actuellement, on fait bien la distinction entre les deux types de comportements, en considérant qu'il faut vraiment les considérer du coup séparément. D'une part, via l'activité physique, donc tout ce que je vous disais sur la quantité recommandée, etc. Et d'autre part, les comportements sédentaires. Donc pour peut-être plus vous expliquer ça, en réalité, si on reprend la définition tout à l'heure, on a l'activité physique, ça va être quand on s'éloigne de façon significative d'une certaine dépense énergétique qui est considérée celle du repos,
à savoir qu'en termes de méthodologie, pour comptabiliser vraiment objectivement ces quantités, on va utiliser par exemple des petits appareils comme celui que j'ai mis ici, qui sont sous forme de brassard, qu'on appelle des accéléromètres. Donc c'est des petites machines qui vont enregistrer en temps réel vos déplacements et donc en déduire si vous êtes en train d'être actif ou pas. Voilà, ils combinent ça avec la température de la peau pour dire, voilà, en gros, est-ce qu'on est en train de brûler des calories, est-ce qu'on fait une activité qui est plus ou moins intense. Et tout ça enregistré va vous permettre de dire, voilà, pendant tant de temps, vous avez eu telle intensité d'activité. Donc il y a un seuil à partir duquel on va considérer que, effectivement, là, l'individu était vraiment en train de faire une activité physique qu'on peut considérer comme modérée mais significative. Voilà. Et on peut mesurer du coup, est-ce qu'il y a eu des séquences de moins de 10 minutes, et donc est-ce que c'est comptabilisable dans la quantité d'activité, avec après des activités plus intenses. Il y a aussi donc, ces indicateurs-là vont nous permettre de dire, en dessous de ce score, entre guillemets, on peut en déduire que la personne était immobile, donc on peut en mettre ça dans le comportement sédentaire. Et puis entre ces deux seuils, on a une zone finalement qui est un peu grise, où c'est pas une activité suffisamment soutenue ou longue pour qu'on puisse la comptabiliser comme activité physique. Donc c'est pour ça que c'est important de faire la distinction entre les deux. Pourquoi ? Parce que vous pouvez très bien avoir certains individus qui ont à certains moments une activité vraiment physique, marquée, donc significative. Donc si on regarde les quantités, on pourra les catégoriser comme suffisamment actifs, qui respectent la recommandation. Mais à la fois, pendant d'autres moments, ils vont avoir des activités très sédentaires, donc ils seront devant l'ordinateur par exemple, et ils auront une proportion significative des deux types de comportements. Et puis d'autres personnes qui pourront tout à fait avoir d'autres configurations. Être uniquement sédentaire, ou être vraiment très très actif, ou avoir plutôt du coup des activités qui correspondent un peu à la zone intermédiaire. Voilà, donc en gros, on ne peut pas forcément, ce que je vais essayer de vous dire là, c'est qu'on ne peut pas forcément déduire de l'activité physique, en déduire que les gens soient uniquement sédentaires et réciproquement. Alors, il y a des corrélations qui vont exister entre les deux, mais on peut pas faire, il faut faire attention à ne pas faire des déductions trop rapides. Alors, comme j'étais sur ce continuum, j'en ai profité pour mettre aussi un petit bémol par rapport à l'activité, puisque là on est plutôt dans une présentation au niveau de la santé. Il est bien évident et reconnu que la pratique très intense aussi comporte des risques. D'accord ? Donc il ne s'agit pas de dire l'activité physique, le sport, c'est tout bien, ça va être que positif. Il y a des risques qui sont associés à la pratique d'une activité intense. Ça peut être de l'addiction, un mécanisme d'addiction qui va se développer, l'épuisement psychologique, le dopage, les blessures, les troubles du comportement alimentaire, voilà, toutes ces choses-là sont aussi des phénomènes qui peuvent être liés à la pratique, donc il ne faut pas les nier. Simplement, de la même façon, là ce soir, on n'est pas vraiment dans l'optique de développer ces thématiques-là, mais c'est des problèmes qui peuvent être attachés aussi à la pratique. Donc quelques mots sur les activités sédentaires, puisque je vous ai dit, elles commencent de plus en plus à être étudiées, les comportements sédentaires en eux-mêmes. On essaye de plus en plus de les prendre en compte séparément, ou en complément de l'activité physique, quand c'est possible. Pour vous donner une idée, un travail récemment effectué aux États-Unis, justement avec ces petits appareils. Je vous ai mis des drapeaux quand c'était des données qui n'étaient pas françaises. Donc par défaut, quand il n'y a pas de drapeau, c'est qu'a priori c'est des données françaises. Voilà, soit de la région, soit d'autres régions, soit nationales. Ils enregistrent donc le temps sur les enfants et en gros ils obtiennent une moyenne d'environ 45 minutes de temps sédentaire par heure. Donc, en moyenne, tout confondu, donc c'est assez énorme, puisque du coup il reste un quart d'heure qui sont partagés entre eux, on a dit une activité où ils vont être un tout petit peu actifs mais pas forcément suffisamment longtemps, et le reste va être vraiment consacré à l'activité physique. Voilà. En gros, ce qui confirme ce que je disais, on a des modes de vie qui sont quand même en majorité très sédentaires. Toujours dans ce même ordre d'idée, dans une étude qu'on a menée avec des lycéens, on s'intéressait du coup à prendre en compte à la fois les activités sportives et les activités, autres types d'activités de loisirs, et on a regardé avec quelle fréquence les adolescents, donc là c'était uniquement que des classes de seconde, utiliser un ordinateur ou regarder la télévision. Donc là, on avait des fréquences qui étaient bien supérieures à celles de l'activité physique, et en gros, quasiment
vraiment tous les participants nous ont dit que c'était quelque chose de quotidien pour eux, contrairement à l'activité physique, donc une moyenne de 5,8 jours de la semaine ils le font. C'est-à-dire que pour certains, il y a peut-être un jour où ils ne vont pas le faire parce qu'ils ont d'autres activités. Et en recalculant le temps moyen qui est passé par jour, c'est 110 minutes, donc on est presque 2 heures passées derrière un écran par jour pour cette catégorie d'âge. Même que ce soit indépendant par rapport à l'activité physique, ça veut quand même dire qu'en gros, pour une certaine partie de cette population, il y aurait quelque chose aussi à faire, à diminuer ce type de comportement-là, peut-être pour renforcer des activités un peu plus physiques. Donc du coup, une étude qui combine les deux, comme je vous le disais, ils ont utilisé du coup, des petits accéléromètres et ça permet de mesurer le temps moyen passé sur le comportement sédentaire d'un côté, sur l'activité physique de l'autre. Donc là, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. L'intérêt ici, c'est que c'était un suivi de différentes cohortes. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand vous avez des études du type INPES, qui sont très importantes, c'est très bien qu'il y ait des relevés comme ça. Le problème, c'est que si vous avez une mesure chez tous les collégiens, on ne peut pas trop savoir si c'est un effet des cohortes et des générations. On dit les enfants, peut-être que c'est les enfants d'un certain âge qui sont plus pareils qu'avant. Là, quand on a des suivis comme ça, on a davantage de confiance dans le fait de dire que c'est vraiment des changements qu'on observe avec l'âge. Parce qu'on a suivi ces enfants-là et on constate certaines évolutions. Voilà. Et ici, en plus, l'intérêt, c'est qu'ils avaient combiné une cohorte d'enfants et d'adolescents, et donc avec un même suivi. Une première fois, ils sont revenus 3 ans plus tard, et ensuite 5 ans plus tard. Alors, ce qu'on constate, c'est déjà des différences entre ces groupes d'âge, d'accord, parce que vous voyez au premier temps de mesure, les enfants, alors oui, à préciser, pardon, c'est important ici, cette étude-là, elle s'était concentrée sur, chez des enfants, des adolescents américains, sur le temps après l'école. Donc pour eux, entre 3h et 18h, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent voir en gros comment ils vont mettre à profit ou pas ce temps pour faire de l'activité physique, ou plutôt des comportements sédentaires. Donc, sur ces 3 heures, qui représentent donc 150 minutes, vous avez 28 heures chez les enfants qui sont sédentaires, contre 38 chez les adolescents. Donc, plus de comportements sédentaires pour le groupe des adolescents. Et de l'activité physique vraiment significative, donc soit modérée, soit intense. On a des petites différences entre filles et garçons, ce qu'on disait tout à l'heure. 16 minutes en gros chez les enfants, et ça descend à 8-9 minutes chez les ados, et entre 7 et 9 minutes, ça descend à 3-5 minutes. Donc c'est vraiment, on voit déjà cette différence avec l'âge. Et ce qu'on constate, donc lorsqu'ils font les suivis sur les 3 ans et ensuite les 5 ans, c'est que ça va dans le même sens. Pour ces groupes d'enfants, le temps sédentaire va augmenter, et le temps des activités physiques va diminuer. Donc là, on a un vrai phénomène de diminution de l'activité physique et en parallèle une augmentation des comportements sédentaires. Donc ça, ce sont des constats moyens. Bien sûr, dans ces groupes-là, vous allez avoir des enfants qui sont actifs et qui vont le rester. D'autres enfants qui sont actifs et qui vont être de moins en moins actifs. D'autres qui sont plutôt sédentaires et qui vont rester plutôt sédentaires, etc. Donc il y a différentes trajectoires qui peuvent se retrouver dans ces groupes d'âge-là. Donc ça, c'est un schéma qui fait un petit peu peur, qui symbolise en fait un peu tous les déterminants de l'activité physique qu'on peut identifier. Alors je vous rassure, on ne va pas étudier tout ça ce soir, on va se focaliser sur certains, mais c'est pour vous donner évidemment l'idée que beaucoup de choses vont entrer en compte dans le fait de dire celui-là il est actif et lui il n'y est pas. Donc en gros, nous on va parler un petit peu de certains facteurs individuels, la motivation, on va parler un petit peu de l'aspect micro-environnement, donc les facteurs interpersonnels, parce qu'on n'a pas une motivation innée et n'est pas indépendante des gens qui sont autour de nous. Voilà. Donc on va parler réellement de ça, évidemment beaucoup de facteurs et d'autres facteurs qu'on n'abordera pas vont aussi rentrer en jeu. Alors si on se pose la question, si certains chercheurs se concentrent sur cette catégorie d'âge, on sait déjà qu'il y a des effets de l'activité physique pour les jeunes, mais c'est aussi dans une perspective de dire si on est assez investi, assez actif au cours de son enfance et de son adolescence, et bien, il y a davantage de chances qu'on soit quelqu'un d'actif à l'âge adulte. Ça, il y a des travaux qui le montrent, donc c'est pas systématique, mais du coup, prendre des habitudes en gros d'activité va multiplier les chances qu'à l'âge adulte on soit aussi actif et donc qu'on potentialise tous ces effets bénéfiques dont je vous parlais,
inversement, si on n'a pas pris l'habitude de faire des activités, il y a davantage de chances qu'on développe un style de vie très sédentaire à l'âge adulte. Donc pour les enfants, on l'a dit, il y a différents contextes qui risquent d'être pertinents. D'une part, il y a la pratique de loisirs, donc une pratique plutôt structurée. Ensuite, l'éducation physique et sportive, et aussi certaines activités de la vie quotidienne. Donc on va parler un petit peu de ces différents contextes. Donc je vous ai donné une définition tout à l'heure très large. Quand on parle de sport, c'est pas la même chose que l'activité physique. Quand on dit qu'on fait du sport, c'est un contexte où l'activité physique, elle est codifiée. On fait des entraînements, on fait des compétitions, avec pour objectif d'améliorer sa performance. D'accord ? Donc c'est un contexte avec des finalités qui sont spécifiques. Ici, je vous ai mis un modèle développemental. En fait, c'est une tentative qui a été faite par un chercheur canadien pour essayer de repérer les grandes périodes qu'on a dans la pratique sportive. Alors, comme tout modèle, il a ses limites, d'accord, mais il a l'intérêt de baliser un petit peu les grandes phases de ce qu'on peut retrouver dans l'entraînement et dans le sport. Alors, il n'y a pas forcément de show universel, hein, il peut y avoir des spécificités, mais il est assez pertinent, je trouve. Donc, je vous ai mis en dessous les repères d'âge où lui il considère différents types de périodes. En gros, la pratique sportive débute à peu près à 6 ans. Maintenant, on peut commencer à faire des activités un peu plus tôt, baby, tout ce que vous voulez. Hein. Mais finalement, il n'y a pas forcément vraiment les spécificités de l'activité, il n'y a pas forcément les capacités pour commencer à pratiquer cette activité. Donc, on considère plutôt que ça commence à peu près à 6 ans. Et donc avec une première période qui va être d'essai et d'initiation. Donc là, dans cette période-là, on est avec un public d'enfants et souvent, l'accent va être mis sur le jeu, sur l'amusement. Et souvent, ce qui va se passer aussi, c'est pour les enfants qui font de la pratique sportive, ils vont essayer plusieurs activités. Donc pas forcément faire que ça une fois par semaine. En général, ils vont être inscrits, tel jour je fais ça, et puis tel autre jour je fais autre chose. Donc ça va évoluer un petit peu. Dans une seconde phase, on appelle de spécialisation, c'est-à-dire qu'un enfant qui pratique plusieurs années d'une activité va commencer à être assez performant, à avoir appris des choses. Il y a un environnement qui va devenir un peu plus technique et on va l'encourager à choisir une activité. C'est-à-dire, avant, tu faisais plein de choses, voilà, ce serait bien que tu viennes une deuxième fois. Donc l'enfant, il va être un peu ballotté, puis en gros, lui en faire comprendre que ce serait bien qu'il fasse un choix, qu'il se spécialise dans une activité. Alors à ce stade, il y a aussi des pré-ados, des ados qui ne vont pas vouloir se spécialiser. Et ils vont plutôt prendre une voie de dire « moi je fais ça pour m'amuser, j'ai pas envie d'avoir des contraintes, d'avoir des compétitions. Et donc je vais rester sur un mode d'engagement qui va être plutôt de loisir. Et donc qui va rester assez centré sur le jeu et l'amusement. » Pour ceux du premier groupe, donc, il va y avoir encore une dernière phase qu'on appelle l'investissement. Donc, ici, on est dans l'hypothèse où le jeune pratique toujours son activité, il en réussit, ça marche bien. Là aussi, on va continuer. En général, le système va plutôt l'encourager à dire là, il faut vraiment que tu fasses plus que ça. Les séances vont être plus structurées et on va demander plus d'efforts. On va attendre plus d'efforts et un investissement plus important. C'est cette période qu'on appelle d'investissement. Voilà. Donc, ce modèle, il schématise un petit peu des parcours qu'il peut y avoir, étant entendu qu'à tout moment, vous pouvez avoir des jeunes qui vont sortir de la pratique. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont essayer une activité, ils ne vont même pas aller jusqu'à la deuxième phase, ils vont arrêter. Voilà, à tout moment, il y en a qui peuvent décrocher, ou alors prendre cette voie-là qui est plutôt de compétition, plutôt de loisir. Donc vous voyez, les âges sont indicatifs. Vous avez des activités où on va me dire, dans telle activité c'est un peu plus tôt, etc. Ça, forcément, il y a des variations. En gros, on va avoir ce schéma, en général, de sport qui est orienté vers la performance. Et donc les personnes qui sont bien vont être un peu dans ces rails-là, et mis un peu dans ce schéma où on va demander toujours un peu plus. Alors, pour revenir un petit peu du coup sur des proportions, ça c'est des chiffres qu'on avait obtenus dans une étude pareille sur la pratique sportive pour comprendre un petit peu les motivations. Voilà ce qu'on avait obtenu comme proportion, c'est-à-dire que sur une population d'élèves du secondaire, on va dire, quand vous allez essayer de voir qui est pratiquant, qui fait une pratique sportive,
vous allez avoir une majorité qui vous dit « moi je fais une activité régulièrement ». Donc là on n'est pas dans la question des recommandations, parce que ça se trouve ils font 1 heure par semaine, donc c'est pas forcément suffisant, mais déjà sur la question est-ce que vous êtes pratiquant ou vous n'êtes pas pratiquant. Donc 6 élèves sur 10 en gros à la louche vont vous dire « oui moi je fais une activité sportive ». 3 sur 10 vont dire « j'ai déjà fait du sport mais j'ai arrêté, j'ai abandonné le sport ». Donc là il y a aussi un certain nombre de travaux qui vont dire « tiens eux pourquoi ils ont décroché, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et puis vous avez 1 élève sur 10 environ, en général c'est une élève, qui n'a jamais fait d'activité sportive en plus de l'éducation physique. Voilà, pour elle le sport c'est le PS et en dehors jamais d'investissement structuré dans une activité. Donc, par rapport à ces différents profils, vous avez du coup des travaux spécifiques. Certains qui vont dire, ceux qui pratiquent, comment on va faire pour les motiver à continuer, ceux qui ont abandonné, tiens, pourquoi ils ont abandonné, et ceux qui n'ont jamais pratiqué, c'est pas sur eux qu'il y a le plus de travaux, mais il peut y avoir aussi des choses par rapport à ce groupe. Alors, par rapport à cette pratique, il y a certains facteurs qui vont être importants. Notamment, on considère que les parents vont avoir un rôle fondamental. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard si un enfant va se retrouver dans ce type de pratique et va continuer. Donc ça, à différents stades, ils vont avoir un rôle spécifique. Dans les premières années de la vie, donc c'est pas notre cycle prioritaire, mais c'est sûr que au niveau du développement moteur, au niveau des opportunités fournies, des encouragements, vous allez avoir des parents qui sont sensibles à cette dimension-là, qui vont mettre en place des choses, fournir du matériel, encourager l'enfant à faire certaines choses, faire des choses avec eux. D'autres ne le feront pas. Donc forcément, ça va avoir une incidence sur la motricité et sur la motivation de l'enfant à aller vers ce type d'activité-là et à commencer à s'exercer un peu sur certaines choses. Rien n'était, on ne va pas dire non plus que c'est déterminant, mais c'est sûr qu'il y a des milieux qui sont plus ou moins favorables. Dans la phase d'initiation dont on parlait tout à l'heure, donc c'est entre 6 et 12 ans, les parents aussi vont avoir une influence. Déjà parce qu'en général, ça va être eux qui décident si le petit s'inscrit ou pas à cette activité. D'accord, les enfants vont arriver, vont peut-être avoir des propositions. Au final, ça reste les parents qui vont décider si oui ou non on va l'engager dans une activité structurée de ce type-là. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on trouve que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée? Etc. etc. Donc, l'inscription, les achats, les déplacements, ça va être sous le contrôle de l'enfant. Et puis après, quand on va avancer dans la pratique, on va dire plus compétitive, de spécialisation et d'investissement, les parents aussi vont être importants. Pourquoi? Parce que le jeune va avoir besoin d'une implication de leur part pour qu'ils transmettent le fait que pour eux c'est important ce qui se passe, mais sans être trop intrusif. Donc c'est là où dans cette période-là, de la part des parents, c'est pas une position qui est évidente parce qu'il faut qu'ils arrivent à trouver un juste milieu en montrant qu'ils soutiennent, éventuellement en ajustant des choses en termes d'organisation, en étant présents, mais sans trop s'immiscer dans la pratique. C'est-à-dire qu'après, les parents qui vont mettre trop de pression, qui vont être trop directifs sur la pratique, en pensant parfois bien faire, en disant je m'intéresse, je te montre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, risquent de faire plus de mal que de bien au niveau de la motivation. Donc là, on parle d'une distance en fait optimale, pas de sous-investissement, pas de surinvestissement, pour que l'enfant sente un soutien, mais pas trop de pression. Alors à ce sujet-là, il y a des études qui sont, j'allais dire rigolotes, qui montrent qu'en fait, sur cette question-là, ça ne va pas de soi, c'est-à-dire que là, quand je vous dis ça comme ça, oui, ça semble logique. Le truc, c'est que les parents ne se rendent pas forcément compte de l'influence qu'ils ont. D'accord? Il y a cette étude-là, notamment, par exemple, qui est faite sur des petits hockeyeurs, donc le sport roi au Canada, et vous voyez les graphiques ici, sur ce que perçoivent les enfants et ce que disent les parents. Donc sur le soutien, donc c'est la deuxième barre et la quatrième barre, on voit qu'il y a une certaine cohérence, il y a un consensus. Les parents nous disent « moi je me soutiens pour le hockey », les enfants nous disent « oui, ils nous soutiennent ». Pour la pression, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire les parents disent « ah non, par contre, nous on met pas la pression », et les enfants disent « bah oui, quand même, ils nous mettent la pression ». Voilà. Donc cet aspect-là de pression, ça reste quelque chose de perceptif et de personnel. Donc cet aspect subjectif n'est pas forcément toujours perçu par les parents. D'accord, ils n'ont pas forcément conscience que leur implication va trop passer loin. Alors depuis tout à l'heure, depuis un certain temps, je vais commencer à vous parler de motivation. Quand on dit motivation, tout le monde aussi a l'impression qu'on sait de quoi on parle. Maintenant, c'est pas forcément toujours aussi évident. D'accord? Donc la motivation, en psychologie, et notamment là en psychologie du sport,
c'est quelque chose de multiforme, et ça peut envoyer beaucoup de choses différentes. Donc, ce qu'on va distinguer notamment en psychologie, c'est d'une part la motivation intrinsèque, et d'autre part un autre type de motivation. Alors pourquoi intrinsèque? On va parler de motivation intrinsèque quand l'activité elle est réalisée pour elle-même, pour l'intérêt qu'elle présente, pour la satisfaction qu'on a. Donc c'est vraiment l'activité en elle-même qui nous fait plaisir, qui nous procure donc, de la satisfaction, et c'est ça qui nous motive. Voilà. Donc, que ce soit courir, j'ai mis quelqu'un qui court ici, mais ça pourrait être n'importe quoi, d'accord? Toute activité physique est susceptible de dire moi j'aime cette activité, j'aime faire cette activité. Donc ça en gros c'est le prototype de ce dont on parle. On dit là je suis pas motivée au sens de je n'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire autre chose. Toutefois vous aurez remarqué qu'au quotidien on ne fait pas que des choses qu'on a envie de faire, d'accord? Donc c'est bien qu'il existe un autre type de motivation. Et ce type de motivation, c'est la motivation extrinsèque, c'est-à-dire que c'est plus l'activité elle-même qui nous motive, qui nous fait plaisir, et pourtant on l'a fait. Alors si on l'a fait, c'est qu'il y a autre chose que l'activité nous permet d'atteindre. Donc motivation extrinsèque, l'activité elle est réalisée finalement comme un moyen pour atteindre cette fin. Donc ce qui nous motive, c'est quelque chose d'extérieur à l'activité, une conséquence en effet indirecte. Donc ça, c'est un autre type de motivation. D'un point de vue psychologique, on considère que c'est plutôt le premier type de motivation qui est positif, d'accord, et qui va permettre que les gens persistent et soient motivés de façon spontanée et continue. L'autre type de motivation, quand on commence à faire les choses parce que ça nous permet de pas se faire engueuler par telle ou telle personne, de ne pas culpabiliser ou des trucs comme ça, en général, c'est pas très bon. C'est-à-dire que ça va marcher un temps, et au bout d'un moment, on va en avoir marre. Donc les personnes qui passent sur la motivation plutôt extrinsèque, c'est pas très positif en termes de conséquences. Alors d'où ça vient cette motivation? Alors j'arrive ici. Chacun est motivé de façon assez spontanée en fait par des choses différentes, d'accord? Donc il y a des différences interindividuelles par rapport à ça. Il y en a qui vont aimer certaines activités et pas d'autres, d'accord? Il y a des choses qui peuvent forcément s'expliquer, à dire moi ça, ce type d'effort, ce type d'activité, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Donc ça va être un support pour l'activité. Après, les psychologues se sont posés la question, mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'on aime certaines activités et pas d'autres? Donc là, il y a des fondements, si vous voulez, qui ont été identifiés pour favoriser ce type de motivation-là. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on aime bien faire et d'autres moins? Donc, par rapport à ça, il est proposé que ça va dépendre du degré de satisfaction de 3 besoins qui seraient fondamentaux. Donc, on aurait tous ces 3 besoins. Et si une activité nous permet de répondre à ces besoins, eh ben on va bien aimer la faire. Voilà. En gros, donc, ce sont les besoins de compétences. Est-ce que j'ai une expérience de maîtrise dans ma relation avec l'environnement? En gros, dans cette activité, j'aime bien, je sens que je maîtrise des choses, ça va me motiver, c'est une activité que j'aime bien. Si je fais une activité où j'ai l'impression que quoi que je fasse, ça n'a aucun effet, j'arrive pas, je progresse pas, etc., c'est sûr que là, on va être moins motivé. Besoin d'autonomie. Est-ce que j'ai de l'initiative? Je peux prendre des décisions, il y a des choix qui me sont proposés, donc je ressens un certain sentiment de liberté quand je fais cette activité. Là aussi, ça va être motivant. Sinon, si j'ai l'impression qu'il n'y a pas de choix, c'est tout cadré et puis on m'impose tout, là, je vais beaucoup moins motiver. Et puis, à l'aspect social, on en a parlé un tout petit peu avec les parents, mais l'aspect social va être très important aussi. On a un besoin de proximité sociale, donc une activité qui nous permet d'établir des relations positives où on est accepté par les autres, ça, c'est une activité qui va nous motiver. Une activité où on n'a pas l'impression d'avoir des relations sincères et authentiques, d'être jugé, de ne pas pouvoir être soi-même. Là, c'est pas un contexte qui va être motivant. D'accord? Et donc ça, c'est général à d'autres types d'activités. C'est pas forcément que dans la pratique sportive, mais globalement, plus ces besoins sont satisfaits, plus c'est quelque chose qui va être motivant pour nous, et donc plus il y a des chances qu'on continue à pratiquer cette activité. Et inversement. Alors si on revient sur la pratique sportive, là je vais vous donner juste un résultat sur une étude qui a été faite par notamment des chercheurs ici du laboratoire chez des judokas. Et donc pour revenir un peu sur l'aspect de l'environnement social, donc ça c'est une étude qui avait été faite sur des pôles espoirs. Donc pôle espoir en judo, si on remet dans le cadre du modèle de tout à l'heure, on a fini la phase d'investissement et c'est vraiment des jeunes qui choisissent d'essayer d'aller jusqu'au bout dans cette activité. Donc, ils vont être en pôle, ils vont s'entraîner tous les jours, ils veulent devenir les champions du monde, etc., etc. Après, ils n'y arrivent pas forcément, et puis ils arrêtent complètement le judo. Voilà.
Donc il y a pas mal d'abandon, en fait, il y a une problématique d'abandon par rapport à ça. Et là, ce qu'ils voulaient dans cette étude, justement, c'était de mettre ça en relation un peu avec ce qui se passait au niveau motivation. Ils ont comparé un groupe de judokas qui était toujours dans le pôle avec un groupe qui avait quitté le pôle, pour comprendre pourquoi ils étaient un peu découragés, ils avaient décroché. Donc là, ce qu'ils se sont aperçus, c'est que le rôle de l'environnement social était très important, c'est-à-dire que ceux qui persistaient, c'est ceux qui percevaient le plus un climat qui était centré sur la maîtrise, sur les efforts, sur les progrès, donc sur l'activité en elle-même, tout ce qu'on disait. Et ça, c'était vrai par rapport à leurs parents, par rapport à leurs pères et par rapport à leur entraîneur. Donc si on a cet environnement social qui du coup est vraiment plus, en tout cas qui perçoit plus orienté sur eux, sur leur pratique et sur leur activité, ça va être motivant et ça va leur permettre de continuer. Ceux qui ne perçoivent pas ça dans l'environnement, c'est un milieu très concurrentiel, donc ils vont vivre plutôt le côté concurrence permanente, etc. J'ai pas les résultats. Et donc ça va avoir tendance à plus facilement les décourager, parce qu'ils se sont décentrés de leur activité. Alors, je vous parlais tout à l'heure du petit groupe, les fameux 10%, ou 95% de filles qui n'ont jamais vraiment été pratiquants. Là, dans cette étude-là, on leur avait posé la question, si vous deviez commencer une activité, ce serait pourquoi? Puisque on ne sait jamais, un jour, voilà, comment on pourrait vous motiver à faire une activité. Alors vous avez à gauche les motifs qui ont été les plus cités par ce groupe-là. Être plus en forme, s'amuser, faire une activité avec des amis, apprendre des choses. Voilà, ça ce serait ça qui pourrait les intéresser. Motifs les moins cités, gagner des compétitions, ne plus se sentir coupable de rien faire, faire plaisir à quelqu'un, être plus fort que les autres. Donc vous voyez que le système sportif qu'on propose majoritairement à cet âge-là, il ne convient pas à ces personnes-là, tout simplement. D'accord. Et la difficulté, c'est que pour des gens qui n'ont jamais été pratiquants, s'ils vont vouloir commencer une activité, automatiquement, plus ou moins, je généralise peut-être un peu, mais ils vont se retrouver dans un groupe où il y a des championnats, où il y a des compétitions, et on considère que c'est normal d'être dans cette dynamique-là. Donc c'est pas évident de commencer à pratiquer une activité quand on a ce type de motivation. Alors quelques mots pour l'EPS. L'EPS, donc, qui est une discipline d'enseignement obligatoire, je le mets ici, c'est à l'air anodin, mais quand vous allez voir dans d'autres pays comment ça se passe, il n'y a pas forcément d'éducation physique obligatoire. C'est-à-dire que nous, quand on disait, au moins nos jeunes ils peuvent avoir cette quantité d'activité physique, c'est pas forcément le cas pour toutes les générations d'autres pays. Et nous, ce qu'on va voir dans des recherches, ça va être ce qu'on va étudier en termes de motivation, c'est est-ce que les gens vont choisir le cours d'éducation physique. Voilà, ce qui n'existe pas chez nous, tout le monde a de l'éducation physique. Bon. Du coup, dans les missions d'éducation physique et sportive, ici en France, on a 3 missions. Là, c'est les missions que vous avez. Développer, mobiliser ses ressources pour enrichir sa motricité, donc dans un but d'apprentissage moteur. On a accédé au patrimoine de la culture physique et sportive, c'est-à-dire qu'on est censé aussi présenter différents types d'activités que les jeunes découvrent, etc. Et on a savoir gérer sa vie physique et sociale. Et donc, par rapport à ça, l'EPS, normalement, va avoir pour mission de faire comprendre les enjeux de l'activité physique régulière, ses effets sur la santé. Voilà, ça ne doit pas du tout, mais dans les textes du lycée, vous avez ça. Et donc, l'EPS a la lourde mission de faire en sorte que les jeunes deviennent autonomes par rapport à leur activité physique. Donc, je dis lourde mission parce que, quand on voit qu'il y a déjà une mission de la force moteur, qui est quand même assez prégnante pour les enseignants, qu'il faut essayer de faire en sorte aussi qu'ils découvrent différentes familles d'activités physiques et sportives. En plus, il faut qu'ils sortent en étant capables de gérer leur vie physique. Bon, c'est pas du tout une évidence, mais officiellement, c'est la mission de l'EPS. Alors ici, je vous cite une étude pour vous montrer qu'il peut y avoir des transferts justement entre ces différents contextes, où on a étudié le style de l'enseignant cette fois-ci. Tout à l'heure, on a parlé un peu des parents, de l'entraîneur. Et en gros, ils voulaient voir, est-ce que ce qui se passe en éducation physique, ça peut se transférer dans l'activité physique par ailleurs. Voilà. Et donc, ce qu'ils ont mis en relation ici, c'est que l'enseignant, vous avez un exemple ici d'enseignant pas forcément très motivant, d'accord, justement, le profil de l'enseignant qui met beaucoup de pression et qui ne va pas forcément soutenir la motivation intrinsèque et les besoins. Donc, par contre, si l'enseignant soutient les besoins, ça agit sur la motivation pour l'éducation physique, et ça, c'est relié à la motivation pour l'activité physique de façon globale. D'accord, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on aime juste les cours d'EPS
qu'on va être motivé que pour l'EPS. Donc en général, les élèves qui sont très motivés par rapport à l'EPS vont aussi avoir une motivation globale par rapport à l'activité physique. Et dans ces études-là, ce qu'ils ont observé, c'est que c'était relié directement au temps que les enfants passaient à être actifs pendant la cour de récréation. Voilà. Donc il y a des transferts qui sont possibles. Cette mission, elle n'est pas dénuée de sens. Après, dans les faits, c'est quand même compliqué de mettre en place pour que chaque enfant soit capable de gérer sa vie physique à l'âge adulte. On va terminer juste sur la vie quotidienne. Avec, donc, on a parlé des activités domestiques. Ici, principalement, ce qu'il peut y avoir, c'est les déplacements. C'est pas que les déplacements, mais beaucoup, ça va être les déplacements actifs. Après, il peut y avoir d'autres activités dans la vie quotidienne. En général, les enfants, on va trop les charger de l'entretien de la maison et du jardin. Donc, dans la vie quotidienne, surtout, ça peut être bien d'essayer de voir ce qui se passe au niveau des habitudes en termes de déplacement. Et ici, je vous dirai deux mots donc, sur la notion d'habitude de vie. C'est-à-dire que les habitudes, en psychologie, on considère que c'est un comportement qui a été appris suite à l'exposition répétée à un même environnement. C'est-à-dire que je suis dans un environnement, j'évolue dans cet environnement. À force d'avoir un même environnement, ça va déclencher chez moi le fait d'adopter certains comportements. Et une fois que c'est installé, ça, les habitudes, ces comportements, on ne va plus réfléchir au fait de les faire. On va les faire de façon automatique. Du coup, ça va donner un pouvoir motivationnel parce que quand on va retrouver le même environnement, sans réfléchir, on aura tendance à refaire la même chose. Donc ça peut être intéressant pour l'activité physique. Hop. Si, par exemple, jeune, on a pris l'habitude d'aller au lycée en vélo, ce sera très facile de transférer, de dire, maintenant je suis au lycée, je vais à la fac, je vais à la fac en vélo. D'accord ? Comparativement à quelqu'un qui ne s'est jamais déplacé en vélo, c'est sûr que ça va être un transfert qui va être beaucoup plus simple. Alors, le problème, c'est que, donc, on a un ensemble d'habitudes. Quand on va changer d'environnement, il est possible aussi que cet environnement ne soit plus du tout favorable à les habitudes qu'on avait. Donc là, il va falloir un peu changer les choses. Par exemple, j'avais l'habitude de m'entraîner à 18h 3 fois par semaine. Ça, c'était ancré, ça faisait 5 ans que je faisais ça, j'avais mon petit rythme et tout. Donc ça, c'était une habitude très forte. Sauf que maintenant, l'habitude nouvelle, c'est que le soir à 18h, j'ai cours. Donc, je vais aller en cours ou autre chose. Et donc, mon rythme que j'avais, il est complètement cassé. Et donc là, ça va être difficile parce que cette habitude que j'avais, elle disparaît. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être créer une nouvelle habitude. Et donc là, par rapport à l'activité physique qu'on pouvait avoir, peut-être qu'il faut changer d'activité, peut-être qu'il faut changer de type d'engagement. Et donc ça pose des problèmes parce qu'on est perturbé dans nos habitudes. Donc là, c'est un risque d'arrêt, pour certains, d'arrêter leur activité. Alors, inversement, soyons positifs aussi, c'est que les transitions elles vont changer l'environnement, c'est-à-dire que certains comportements qui étaient impossibles deviennent possibles. Et donc, ça peut être des opportunités, du coup, pour commencer une activité alors qu'on n'avait pas. Exemple, j'avais une habitude d'aller prendre le bus pour le lycée, parce que c'était loin. Maintenant, je suis à l'université, c'est quand même plus accessible, donc je vais y aller à pied, ça devient possible. Donc, les changements, les transitions vont aussi être des opportunités pour des gens peu actifs, finalement, de commencer certaines activités. Parce que l'environnement ne leur permettait pas. Donc c'est pas forcément que négatif. Mais en gros, il y a l'idée, ce qu'on avait tendance à faire, on le reproduira. Si l'environnement ne le permet pas, on risque de le perdre. Mais il y a aussi la possibilité d'intégrer des nouvelles choses. Voilà, donc ces trois contextes, l'idée un peu c'est de vous parler de tout ça, parce que c'est finalement complémentaire et interconnecté, même s'il n'y a pas forcément des études qui étudient les relations et qui sont assez ciblées. Ces trois choses-là sont importantes et sont à étudier sur la question de l'activité physique chez les jeunes. Voilà, merci pour votre attention.